Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 13e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Yannick Toulon. Yannick est éducatrice canine aux multiples casquettes. Dans cette discussion, elle retrace son parcours avec Yop et Yeti, ses 2 fidèles compagnons qui l'accompagnent dans toutes ses aventures. Passionné et spécialisé en sport canin, Yannick nous raconte son expérience de la compétition et nous explique comment elle accompagne les chiens sportifs tout au long de leur vie. Engagé pour l'intégration du chien dans notre société, Yannick nous parle aussi de son travail depuis plus de 15 ans aux côtés de la métropole de Lyon et nous donne de précieux conseils pour agir aussi à notre échelle. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Yannick. Salut Yannick. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour ce 13e épisode. On va commencer par une présentation. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Oui, alors je suis Yannick, je suis gérante de la société Canissimo. Je suis éducatrice canin depuis 18 ans. Voilà, et en gros, je m'éclate un petit peu dans ma vie. Je pense pas que je pourrais faire tellement mieux que ça. Tellement mieux au niveau éclate, je veux dire. Au niveau performance, sûrement que si. Et voilà, en gros, c'est ça. J'ai 2 petits chiens qui s'appellent Yop et Yeti et qui font partie intégrante et de ma vie et de la société. Voilà. Ok, trop cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton expérience avec les chiens, avant de les avoir tous les 2? Est-ce que les chiens ont toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est plutôt récent? Comment ça s'est passé? Je dirais que l'absence de chien a toujours fait partie de ma vie. Ouais. J'ai toujours voulu un chien. Et j'en ai eu un quand j'étais petite, je pense de mes 4 ans à mes 8 ans. Et puis mon frère est parti avec ce chien, parce que mon frère est bien plus âgé que moi. Et après, j'ai plus eu de chien. Le drame, voilà. Et j'ai eu beau avoir des chiens imaginaires, faire un peu ma follette, etc., faire la dépressive à moitié. Bon, mes parents n'ont pas craqué. Donc, j'ai eu des lapins, des hamsters et compagnie. Mais c'est pas un chien. Mais c'est pas un chien. Et dans ma tête, j'ai toujours voulu un chien. Ok. Donc, j'ai attendu d'avoir 22-23 ans, un métier, un appart, pour avoir mon chien. Voilà. Ok. Très bien. Et du coup, comment ils sont rentrés dans ta vie alors, ces 2 petits loulous? Alors, avant ces 2 petits loulous, j'ai eu Pampa, qui fait partie intégrante de ma vie, qui est mon chien, parce que c'est le chien que j'ai eu enfin quand j'ai pu avoir un chien, qui maintenant est décédé, parce que bon, elle aurait 20 ans et quelques. Ces 2 petits loulous sont rentrés dans ma vie. Yeti a pris un petit peu le relais de Pampa, qui était un peu vieillissante, et comme je fais des sports canins, j'avais besoin d'un autre chien, mais comme ça s'entend, quand je dis j'avais besoin, c'était pas tellement un coup de cœur, c'était la raison. Parce que moi je vivais avec Pampa, et c'était Pampa mon chien, et il me fallait un autre chien. Et Yeti est arrivé, c'était une chienne qui a été trouvée par une de mes clientes, qui était mordeuse, qui a fait pas mal de familles d'accueil, etc. Donc elle me l'a amenée pour que je la voie, avec une petite idée derrière la tête. Et puis au final, j'ai craqué et sur le physique et sur le tempérament de Yeti. Donc je l'ai prise, mais j'étais pas encore prête, je pense. Pampa avait 7-8 ans. Yeti était pas forcément prête à avoir une famille, et moi, j'étais pas forcément prête à avoir un 2e chien. Ok. Donc début un peu compliqué. Donc début un peu compliqué. Bon, c'était une chienne qui était pas facile, qui avait un passé, qui a été trouvée, qui avait un passé. Elle mordait les gens, elle mordait les chiens. Mais elle avait un potentiel de fou, quoi. Mais bon, il nous a fallu 6 mois pour bien nous aimer. Et une fois qu'on s'est bien aimé, je sais pas laquelle a commencé à aimer l'autre, mais il y en a une des 2 qui a cédé, en tout cas. Et Pampa s'y est faite, ma foi, la pauvre. Et puis, maintenant, voilà, j'adore. Elle a une place énorme dans ma vie, évidemment. Et Yop, du coup, de la même façon, il vient prendre la relève de Yeti pour les sports canins, sauf que cette fois, j'étais prête, psychologiquement. Yop, c'est un peu spécial parce qu'il vient des États-Unis. C'est un chien qui est croisé, c'est un croisement volontaire.
Mais c'est pas une race, ils ont pas pour intention de créer une race, c'est une éleveuse, enfin une dame passionnée par les chiens qui a fait des sélections depuis 1985 pour obtenir le type de chien qu'elle adore. Mais c'est pas, voilà, ça n'a pas de nom de race, c'est pas un but commercial ou quoi. Et ce sont des chiens qui sont faits pour faire du sport. Pampa était très vieille à l'époque, avait plein de problèmes de santé. Il lui restait quelques mois à vivre. Yeti avait des problèmes de santé aussi, des problèmes neuro. On lui a enlevé un rein, enfin voilà. Et moi, j'ai toujours pris que des bâtards à la SPA. Et là, j'arrivais pas à me décider pour reprendre un chien non sélectionné. J'avais besoin d'un peu de sécurité niveau santé, en fait. Donc, c'est une amie qui fait du frisbee américaine qui m'a indiqué cet élevage de chiens bâtards sélectionnés. Et du coup, moi, ça m'allait bien, le côté j'arrive pas encore à aller vers le chien de race, donc je suis encore dans mon petit bâtard, mais il y a un peu une sélection derrière qui fait que j'ai un peu plus de garantie niveau santé, on va dire. Ouais, ok. Donc voilà. Donc tu as 2 petits chiens. Pourquoi avoir choisi 2 petits chiens? Pourquoi ce type de chien? Alors, à la base, si je prends mon rêve d'enfance, je serais plutôt chien type malinois, on va dire moyen à moyen grand. Ouais. C'était ma chienne, c'était une croisée malinoise. Maintenant, je vis en appartement, je vis en ville, je voyage beaucoup, je vais dans tous les hôtels. Mon but dans ma vie, c'est d'emmener mes chiens partout. Et du coup, au début, ça a été un choix de raison. Bon, ma foi, on va prendre un petit chien, même si petit chien, c'est nul. Et après, j'ai découvert à quel point les petits chiens, c'était génial. Et maintenant, j'avoue que je changerai pas de gabarit parce que c'est des chiens normaux, comme tout le monde. C'est les mêmes chiens que les grands. Et c'est super pratique. Et je me balade avec mes 2 chiens en liberté de partout. Personne n'a peur de moi. Je me baladerai avec mes 2 malinois en liberté. Ils devraient être en laisse, en fait. Ouais. Oui, donc, socialement, c'est pas la même histoire, quoi. Voilà, il y a un petit capital sympathie, ils font pas peur. Je vais à l'hôtel, je dis j'ai 2 petits chiens, ça passe. Si je dis j'ai 2 bergers allemands, ça va moins passer. Voilà. Ok. Alors du coup, tu nous as dit que tu étais éducateur canin depuis un certain nombre d'années, mais moi, je voulais revenir un peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être éducateur et comment tu es arrivé jusque-là? À la base, j'aurais toujours voulu travailler avec les animaux. Mais dans ma tête, on était vétérinaire ou c'est tout en fait. Voilà. Donc ou éleveur, etc. Mais éleveur, etc. m'intéressait pas forcément. Donc vétérinaire, mon frère l'est. J'ai vite vu qu'il faisait des stages dans les abattoirs et tout ça, ça m'a un peu dégoûté du truc parce qu'en vrai, un vétérinaire, c'est pas que faire mes muses avec les animaux. Oui. Et en plus, je suis nulle en sciences. Donc, clairement, j'allais pas faire une terminale S, scientifique à l'époque pour ça. Donc, tout simplement, je me suis dit, je travaillerai jamais avec les animaux. Et je suis allée sur ma deuxième passion, qui est le cinéma. Ouais. Et donc, j'ai fait des études de traduction audiovisuelle. Et après, je me suis lancée en tant que sous-titreuse, faire le sous-titrage de films, documentaires, etc., séries. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, qui alliait 2 de mes passions qui sont les langues et le cinéma, donc ça m'allait très bien aussi. Ok, donc tu as commencé par mettre de côté les chiens, les animaux, ça, c'était pas la priorité au départ. Disons que dans ma tête, c'était pas possible, parce que dans la famille, on fait des études, même si mes parents, si je leur avais dit je vais être je sais pas quoi qui demande pas d'études, ils auraient été tout à fait d'accord, mais dans la famille, on fait des études, donc c'est comme ça. Et comme on peut pas être vétérinaire, on peut pas travailler avec les animaux. Voilà. Okay, donc d'accord. En gros, j'étais un peu limitée dans ma tête, j'ai pas cherché plus loin. Et alors, comment t'es passée de sous-titreuse au cinéma à éducateur canin? Le problème du sous-titrage, c'est que à part quand on est en studio de doublage, etc., ce qui arrive pas hyper souvent parce que c'est pas moi qui parle, c'est moi qui écris les trucs. Donc voilà, moi je suis devant mon ordinateur toute la journée et je vois pas grand monde en fait. Et du coup, ce côté vraiment solitaire, même si je suis un peu un ours, ça finissait par me peser un petit peu. Et donc là, je me suis remis dans la tête que finalement, bosser avec les animaux, c'était aussi aller à l'extérieur, sortir de son bureau avec son ordinateur, etc. Et là, j'étais plus âgée, donc j'ai fait vraiment des recherches sur ce qui existait en fait. Donc j'étais partie sur éducateur de chiens guides au départ. Okay. Et en fait, il fallait refaire des études, sachant que mes parents m'avaient payé 5 ans d'études supérieures, que là, j'avais mon métier, ça faisait 3 ans que je faisais mon truc, j'allais pas refaire toutes les études. Donc, après, c'est en prenant Pampa à la SPA que je suis tombée sur un gars qui éduquait les chiens à la SPA.
Et Ok. donc voilà, c'est comme ça que de éducateur canin pour chien guide, j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi pour les particuliers. D'accord. Et voilà, donc c'est grâce à Alain Lambert, que je salue s'il m'écoute, qui est à Paris, qui m'a pris sous son aile pendant 3 ans pour m'apprendre le métier vraiment au jour le jour, quoi. Donc c'était cool. Ok. Donc, tu as commencé à travailler en SPA, du coup, c'est ça? Ouais, En te formant j'ai commencé, voilà, je fais 3 ans de bénévolat en SPA. On avait créé un club d'éducation à la SPA le samedi. D'accord. Ok. Et puis Alain travaillait aussi pour la ville de Paris. Donc j'ai commencé à travailler avec la ville de Paris aussi. Et il faisait des balades canines. C'était un des premiers promeneurs de chiens au bois de Boulogne. Donc on partait avec 10 chiens, 100 mètres, dans le bois de Boulogne avec les vélos, les joggers, les machins. Puis il fallait gérer un peu la troupe, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé bien dans le concret comme ça avec lui. Et après, du coup, est-ce que tu t'es un peu détaché de lui pour monter ta société? Comment ça s'est passé? Moi, j'étais partie un peu pour travailler avec lui parce qu'on s'est toujours bien entendu, etc. Et puis, il se trouve que la ville de Lyon nous a contactés, sachant ce qu'on faisait pour la ville de Paris. Ouais. Enfin, pas la ville de Lyon, le Grand Lyon, en fait. Et La métropole, aujourd'hui. la métropole, voilà. Moi, je suis lyonnaise à la base. J'étais à Paris vraiment pour l'audiovisuel parce que ça se fait difficilement ailleurs. Mais j'étais pas bien à Paris. L'idée, c'était un jour de revenir à Lyon. Donc, en gros, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Je suis allée parler à une de leurs conférences, expliquer ce qu'on faisait. Et après, ils nous ont demandé si une personne de l'équipe d'Alain voulait bien venir faire la même chose à la métropole, enfin en Grand Lyon à l'époque. Et du coup, là, j'ai sauté sur l'occasion. C'était parti. Voilà, j'ai malheureusement dit au revoir à Alain et à ma clientèle parisienne pour tout repartir à Lyon. Voilà. Ok. Et donc, tu as tout remonté à Lyon, alors? Voilà. Et à l'époque, j'étais encore un peu traductrice parce que on peut pas vivre de ce métier directement, donc fallait bien vivre quand même. Mais au bout de 1 ou 2 ans, j'ai bien vu que j'arrivais plus à mener les deux de front, en fait. Donc, il a fallu choisir. Du coup, le cinéma, t'as laissé de côté Voilà. le cinéma. Il y avait un truc aussi, c'est que je m'étais donné 5 ans pour percer vraiment dans le cinéma. Ouais. Et au bout de 5 ans, je faisais encore une majorité de documentaires sur la pêche à la mouche ou la chasse à l'éléphant. Ah ouais. Et du coup, c'était pas forcément mes rêves. J'ai fait quelques films, etc. Mais j'étais pas Hollywood, quoi. Comment t'as commencé, alors, du coup, quand t'es arrivée à Lyon? Est-ce que t'es rentrée dans un refuge lyonnais? Est-ce que t'as monté directement ton entreprise? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai monté directement mon entreprise Ok. et ce qui m'a permis de vivre au début, c'est du coup le contrat que j'ai eu dès le début avec le Grand Lyon. Parce que ça m'assurait un petit pont de roulement, ça m'a permis de me faire connaître en faisant des ateliers d'éducation canine, etc. Entre les revenus de traduction et le petit contrat à l'époque avec le Grand Lyon, ça m'a permis de reconstruire un tout petit à petit, quoi. Et après, donc, tu as fini par créer Canissimo. Alors, Canissimo a failli pas exister. Parce que, mine de rien, je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et à l'époque, je travaillais avec un éducateur qui s'appelait Florent Dubray, qui a arrêté maintenant. Je lui avais demandé de m'aider sur le Grand Lyon pour certaines missions. On faisait quelques trucs ensemble. Et c'est lui qui est venu me chercher en disant moi, j'ai un terrain, je fais pas de sport canin, je sais que toi, t'aimes les sports canins. Moi, je fais de l'éducation canine à domicile. Est-ce que ça te dirait qu'on s'associe ? Alors, j'ai dit non pendant 6 mois. Puis au bout d'un moment, j'ai dit oui. Et c'est là qu'on a créé Canissimo à 2, en fait. Et voilà, au bout d'1 an, 1 an et demi, Florent a souhaité passer à autre chose. Il est photographe maintenant. Donc, je me suis recherché une associée en urgence. Donc, j'avais une cliente qui était très douée à l'époque, qui est très intelligente, qui s'appelle Camille Nguyen de Museau maintenant. Et du coup, je lui ai demandé de s'associer à moi. Je l'ai formée un petit peu, le temps qu'elle puisse faire les cours. Et puis après, on a continué ensemble pendant 5 ans. Après, Camille a aussi parti voler de ses propres ailes, ce qui se comprend dans le métier. On aime bien faire ces trucs, quoi. Donc maintenant, je suis toute seule et je vais pas reprendre un associé tout de suite parce que c'est un peu fatigant de se réorganiser tous les 4 ans. Mais voilà, ça se passe bien quand même. Et donc aujourd'hui, quel service tu proposes alors avec Canissimo? Tu nous as dit que tu avais un terrain. Qu'est-ce que tu fais dans Canissimo? Alors, j'ai plusieurs parties. On va dire sur la partie locale. J'ai un terrain, effectivement. Je fais plus du tout de cours particuliers à domicile. Ouais. Ce que j'ai adoré pendant longtemps. J'ai fait ça pendant 10-12 ans. Et au bout d'un moment, j'avais envie d'un peu de passer à autre chose. Donc maintenant, je fais que des cours sur terrain. Ouais. Sur terrain, non, que des cours collectifs. Mais je fais aussi des cours dans la forêt, dans la ville, etc. Et je fais, du coup,
principalement l'éducation de base du chien, de gens qui veulent faire des trucs avec leur chien. Donc si tu veux faire des randonnées, si tu veux voyager avec ton chien, si tu veux faire du sport avec ton chien, si tu as un projet avec ton chien, si ton chien il fait partie de la famille, là du coup je vais m'occuper de l'éducation de base du chien et je fais plus trop de résolution de problèmes s'il n'y a pas un projet derrière. Ok. Genre mon chien saute sur les gens. Bah, très bien. Et est-ce que tu as envie de faire un truc avec ton chien? Non. Eh ben, je vais t'envoyer vers un éducateur canin qui sait très bien régler le problème de chien qui saute sur les gens. Donc voilà. Donc moi, j'ai cette chance, qui est un luxe énorme, de pouvoir choisir le type de clientèle que je veux, sachant que j'ai passé plusieurs années très heureuse à résoudre les problèmes de chiens qui sautent sur les gens aussi. Donc voilà. Donc je fais ça, je fais des sports canins. Et puis pour la partie je travaille avec les collectivités, donc la métropole, je faisais des chiens visiteurs, donc ça j'ai la partie particulier puis la partie ville, on va dire. C'est quoi les chiens visiteurs? Chiens visiteurs, c'est j'allais avec une association qui s'appelle le Museau sur l'asphalte dans les maisons de retraite, dans les écoles, etc., avec nos chiens, avec des chiens que j'avais formés avec les chiens de l'association, pour aller voir les petits papis-mamies, les enfants, etc. Ok. Donc j'ai fait ça longtemps. Ça fait 1 an que je le fais plus, mais j'ai fait longtemps. Ouais. Et puis j'ai une partie en ligne, on va dire, une partie nationale, on va dire, avec des stages un peu partout en France. Là, je reviens du Gros-du-Roi, après je suis allée à Strasbourg, la semaine prochaine je suis en Ardèche. Ah ouais, donc c'est du Tour de France. Voilà, je tourne un peu. Ouais. Et puis j'ai des cours en ligne là sur Internet pour les gens chez qui je peux pas aller parce que je peux pas aller partout. Mais du coup, on va s'intéresser un peu à ta partie sport canin. Je voulais savoir comment tu as découvert les sports canins. Donc, tu nous as dit que tout à l'heure avec Pampa, tu avais principalement découvert ça, mais comment ça s'est passé? Comment t'en es venue à pratiquer des sports canins avec ta chienne? Alors, je pense qu'à la base, moi, je viens du monde du cheval. Okay. Du monde du cheval, c'est beaucoup dire, mais je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans. J'ai eu un poney de mes 9 ans à mes 30 ans. Voilà. Donc, du coup, je connais moins l'animal qui est sur le canapé et qu'on caresse que l'animal avec qui on fait un truc dehors. Donc, du coup, moi, je faisais des balades, évidemment, du saut d'obstacle, des petites compétitions à cheval. Donc, pour moi, c'était logique. C'est une continuation normale d'aller faire des compétitions, entre guillemets, en tout cas un sport avec son chien aussi. Et je me souviens avec ma Roxane, ma Roxane c'était ma croisée malinoise de quand j'étais petite, je devais avoir 6-7 ans et je lui faisais sauter des trucs dans la résidence, enfin voilà, j'avais toujours aimé, pour moi ça fait partie de la relation à l'animal, de faire un truc à deux, ensemble. Oui. Et du coup je m'étais toujours dit que quand j'aurais un chien, obligatoirement je ferais un truc, ne sachant pas que l'agility existait. Okay. Donc, quand j'ai eu Pampa, j'ai découvert l'agility. Ouais. Et quand j'ai eu Yeti, je faisais donc l'agility depuis une dizaine d'années. Et j'ai cherché un sport pour occuper sa mâchoire parce qu'elle mordait beaucoup. Donc. Et j'allais peut-être pas faire du mordant avec un chien de 7 kilos. Donc, j'ai découvert chez Catherine Collignon, elle faisait un stage avec un Italien qui s'appelle Salvio. Un stage de frisbee. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qui va occuper la mâchoire de Yeti, qui va compenser. S'il voilà. a le frisbee dans la bouche, normalement, c'est exactement. Bon. Puis peut-être si elle a besoin de mordre des choses, ça peut la satisfaire. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le frisbee, voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, tu pratiques toujours l'agility, toujours le frisbee? Tu pratiques quoi je pratique aussi le dog dancing. Alors moins maintenant, parce que ça plaît pas trop à Yop et je vais pas forcément lui faire un truc qu'il aime pas trop. Yeti a 13 ans maintenant, mais Yeti avait été championne de France novice de dog dancing, donc on avait fait aussi avec elle un peu, on s'est bien amusé, c'était super. Ouais. Et maintenant je fais avec Yop, je fais plus du hooper comme sport tranquille. Alors le hooper, c'est un parcours d'obstacles, un peu comme l'agility, sauf qu'il n'y a pas de saut. Les obstacles, c'est des arceaux sous lesquels le chien doit passer en fait. Ouais. Et tu as une zone qui est délimitée, qui fait de 1 à 3 mètres, et tu n'as pas le droit de sortir de cette zone. Donc tu conduis ton chien à distance, comme si tu étais téléguidé, et tu l'envoies sous les arceaux, autour des piquets, faire un parcours d'obstacles, mais toi, tu ne dois pas bouger en fait. Ah ouais. Voilà. Ça doit pas être facile. Non, c'est pas forcément évident, mais c'est chouette aussi. Ok. Trop intéressant, tu vois, je connaissais pas du tout. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est quoi ta pratique des sports canins? Tu pratiques à quelle fréquence, à quel niveau? Aujourd'hui, alors Yeti est à la retraite.
Malheureusement, je suis pratiquement obligée d'arrêter l'agility parce elle a de la cataracte et elle commence à se prendre les barres et tout, donc c'est pas forcément une bonne idée. Elle peut continuer un peu le frisbee, bizarrement. Elle arrive à voir le frisbee sûrement parce que c'est en mouvement. Donc voilà, je fais des petits trucs de senior avec Yeti. C'est toujours un truc qui l'éclate. Voilà, ça l'éclate, elle est hyper contente, sauf qu'elle joue 30 secondes, quoi. Mais elle est hyper contente de faire ces trucs. Et avec Yop, je fais principalement en compétition de l'agility et du frisbee. Alors agility à petit niveau parce que j'ai pas le temps de faire des tonnes de compétitions de partout. Et je fais 3-4 compétitions par an ou 2-3. Et frisbee à niveau international. Ok, trop bien. Toi, tu as toujours été un peu compétitrice dans l'âme. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire de la compétition avec tes chiens ? Comment tu l'as vécu ? Comment t'es arrivée aussi à faire de la compétition ? Je voudrais revenir un peu sur cette histoire. C'est ce qu'on croit, que je suis compétitrice dans l'âme, mais pas du tout en fait. Ok. Pas du tout. Par contre, j'ai besoin de motivateurs. Donc, si je fais de l'agility pour m'amuser, ça va m'amuser 2 ans, on va dire. Et si j'ai pas un but, si je peux pas aller me tester, si je peux pas voir ce que ça donne pour de vrai, si je peux pas me mettre un challenge, du coup, au bout d'un moment, je vais en faire comme ça et puis voilà. Si on fait pas de compétition en agility, par exemple, pour te donner un exemple simple, on va pas travailler son slalom indépendant. Donc, le slalom, ça se fait de manière indépendante. Idéalement, le chien fait son slalom pendant que toi, tu cours autre part, en fait. Et c'est hyper compliqué et long à apprendre. Donc, si tu n'en as pas besoin en compétition, tu vas faire tu sais quoi, moi je vais courir à côté de mon chien, je vais lui montrer le truc, et puis il va trotter à côté, et puis ça va bien aller. Par contre, si tu fais de la compétition, tu vas faire ça 3 fois, puis après tu vas regarder les autres, tu vas faire ah ouais, non, il va quand même falloir que je m'y mette. Pour y aller, quoi. C'est ça. Et du coup, la compétition, c'est en partie ce qui va me pousser à aller plus loin dans mes apprentissages avec mes chiens. Autrement, je resterais au niveau basique, comme en frisbee, ou en dog dancing, typiquement. On connaît plus le dog dancing. On voit des gens qui savent faire des tours. Mon chien, il sait faire twist. Mon chien, il sait me rebondir dessus. Mais de là, aller l'enchaîner sur une musique, en rythme, avec la créativité, en enlevant la gestuelle. Avec du monde autour. Du monde autour. Et du coup, c'est plus du tout la même chose. Et si on n'a pas une compétition, on va pas le faire. Parce que c'est du boulot, quoi. Ok. Alors que si on a une compétition, on va être motivé pour le faire. Et en fait, c'est hyper enrichissant d'aller plus loin comme ça. D'aller toujours voir plus loin, de voir comment on peut enlever le motivateur immédiat, parce que j'ai pas le droit à la récompense, comment je peux travailler ça, comment je peux garder l'enthousiasme de mon chien, enfin voilà. Ok, donc pour toi, aller dans la compétition, c'était un moyen d'approfondir ta pratique, finalement, et de travailler plus profondément avec ton chien, quoi, sur une discipline. Ça, c'est le premier volet. Ouais. Disons que c'est le moyen de me pousser à faire de la technique, que autrement je ferais pas. Et faire de la technique, ça me rend meilleur en tant qu'éducateur canin aussi, je pense. Ouais. Et le deuxième volet, c'est le côté chaud, quoi. Le côté mes petits chiens, c'est les plus mignons du monde. Et je vais montrer ce qu'ils font, surtout le frisbee, le dog dancing, même l'agility. On va montrer ce que font nos chiens, quoi. Donc on fait un show, on part, on prend son camion, on part en Allemagne, rien que moi et mes chiens. Et on fait notre petit road trip, on découvre le coin, on fait notre petit show, tout le monde applaudit, on est content, on repart. Voilà, pour moi, c'est ça la compète. Ouais, ça va être des expériences incroyables aussi que tu vis avec tes chiens en dehors de l'instant T de la compétition. Tout ce qu'il y a autour doit être, ça. Va être chouette. C'est ça, aller retrouver les copains parce que souvent on y va en groupe. Visiter le pays autour quand c'est à l'étranger ou même quand c'est une ville, les nuits dans le camion, les orages, c'est un peu la mini-aventure. Et c'est cette mini-aventure que j'aime dans la compétition aussi, quoi. On va revenir un peu sur ta partie enseignement des sports canins, parce que j'imagine que toute cette compétition t'aide beaucoup à être très performante en tant qu'enseignante de ces disciplines-là. Comment tu t'es spécialisée ? Est-ce que ça a été plutôt naturel ? Est-ce qu'au début, est-ce que tu t'es tout de suite spécialisée là-dedans ? Ou est-ce que c'est venu progressivement et petit à petit, les gens t'ont contacté plus pour les sports canins ? Comment ça s'est passé ? Je me suis tout de suite un peu spécialisée là-dedans, puisque c'était déjà mon rêve de gosse, quand j'aurai un chien, je ferai un truc avec. Et déjà à la SPA, j'étais pas encore éducatrice. Quand on a créé le petit club, là, on a tout de suite créé, j'ai créé, avec Alain, mais sous mon impulsion, on a créé un petit cours de mini-agility. On appelait ça la ludication, en fait.
Et pour le coup, avec Alain, on avait le même point de vue que... Alors à l'époque, on n'utilisait pas trop les friandises, hein, parce que ça rendait le chien dominant, et puis... Bref, c'était il y a 20 ans, quoi. Mais par contre, on avait bien compris qu'il fallait motiver le chien. Et que c'était pas par la sanction qu'on allait obtenir quelque chose, mais par la motivation. Et la motivation du chien, ça passe par la motivation du maître. Parce que si le maître il trouve ce qu'il fait chiant, le chien va pas s'éclater. Donc on avait créé ces petits cours de ludication pour que un pas bouger, au lieu d'un pas bouger, ça devienne un truc un peu fun, avec un peu de challenge, un petit jeu autour du pas bouger, un petit jeu autour des tours qu'on peut faire avec son chien, etc. Et voilà, donc ce côté ludique du sport, je l'ai eu depuis le début. Et depuis le début, faire des trucs que les personnes lambda ne font pas, ça me branchait. Ouais. Okay. Mais ça a bien évolué parce qu'à l'époque, quand je faisais un pneu, donc je sais pas si tu vois ce que je mets mes bras en forme de pneu, et Pampa sautait dedans. D'accord. Donc maintenant, il est mignon, mais tout le monde le fait. Et à l'époque, quand je montrais ça, on me disait oh là là, mais c'est incroyable, comme si j'avais fait le tour de cirque de Pinder, quoi. Et maintenant, c'est le petit truc mignon, voilà. Donc c'est rigolo parce que c'est parti comme ça, en fait. C'est parti de... il y a 20 ans, ce qui était extraordinaire, maintenant, c'est la banalité. Donc, à chaque fois, j'enseignais un truc, puis au bout d'un moment, tout le monde sait le faire. Donc, il faut aller plus loin. Parce que mes clients, ils me rattrapent, puis on peut être meilleurs que moi. Donc, c'est un peu la course à l'armement, on va dire. Et ça a démarré comme ça. Au début, j'avais les obstacles d'agilitistes, 2 piquets à vache, une barre et une passerelle maison sur le toit de ma Twingo qu'on allait planter au parc Chazière dans le 4e arrondissement. Et puis, un jour, mes clients ils sont devenus bons, donc il a fallu faire un truc un peu mieux, etc., etc. Donc, c'est parti de rien. Et puis... finalement, tu t'es laissé prendre... Par effet d'entraînement, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais sachant que j'ai encore une majorité de clientèle qui fait des sports loisirs, sans compétition du tout, et que mon but n'est pas du tout de les amener à la compétition. Mon but, c'est que les gens s'éclatent avec leur chien pendant le plus d'années possible, et pas du tout qu'ils fassent de la compétition ou qu'ils soient pointus, ou voilà. Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, souvent, moi, c'est ce que ça me fait ressentir, mais j'ai l'impression que faire des activités comme ça avec son chien, ça participe beaucoup à renforcer la relation avec son humain. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as tout de suite expérimenté en faisant des sports comme ça avec tes chiens ? Et est-ce que c'est ça que tu essaies de transmettre aussi à tes clients ? Ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment pour moi, les sports canins, c'est la relation avec son chien. Disons, quand on fait de l'éducation, quand on est de bonne volonté, je veux dire, on prend un chien, on va voir un éducateur canin, on éduque son chien, on prend 10 cours, on prend une carte de 20 cours, ça se trouve, on fait 1 an. Puis au bout d'1 an, le chien, il sait faire au pied, il sait revenir, et il saute plus trop sur les autres chiens ni sur les gens, et puis il sait faire assis, et voilà. Et du coup, là, on arrête. Et le chien, on fait des balades avec, c'est chouette, c'est sympa. Bon, on l'emmène pas trop à l'hôtel parce qu'il est un peu chiant, donc on le fait garder l'été. Et puis voilà, on a un chien, quoi, c'est sympa. Alors que quand on fait un sport avec son chien, on démarre pareil, on sait pas du tout qu'on veut faire du sport, on fait éduquer son chien, on éduque son chien, il fait assis, il fait revient, etc. Puis moi, dans mes cours, on commence déjà à faire des trucs un peu bizarres, genre passer entre les jambes, on va travailler la confiance du chien, monter sur des trucs bizarres. Parce que dans ma tête, je sais que ça servira pour les sports après, mais en vrai, ça sert dans la vie du chien ça sert pour dans passer partout, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de créer comme ça un lien avec le chien. Et moi, j'ai vraiment des clients. Là, j'ai une cliente qui s'appelle Yolande, que j'ai eu son cocker de ses 2 mois à ses 14 ans. Son cocker est mort, malheureusement. Maintenant, j'ai le nouveau, Oscar, de ses 2 mois à ses 2 ans maintenant. Et pour tous les âges du chien, je vais avoir une activité à proposer à mes clients. Donc, les clients, ils gardent ce lien avec le chien. Ils gardent ce binôme. En fait, ils ont leur truc à eux deux en binôme 1 fois par semaine. Tu les accompagnes tout au long de leur évolution aussi à eux deux, finalement, parce que exactement. C'est pas que le développement du chien, c'est aussi le développement du binôme en lui-même. C'est ça, c'est vraiment le binôme, en fait. Et il y a des binômes qui grandissent, il y a des binômes qui vieillissent. Et j'ai la chance de pouvoir les accompagner pendant longtemps et de les voir évoluer. Et je suis persuadée que quelqu'un qui fait du sport avec son chien, il se débrouille mieux dans la vie que quelqu'un qui n'en fait pas, parce que il est confronté à tout un tas de situations stimulantes en faisant du sport. Rien que d'attendre sur le côté du terrain pendant que l'autre chien passe au galop devant,
Et pour ça, il faut avoir pris sur soi, il faut avoir des bases d'éducation, etc., quoi. Et donc, tu proposes aussi des stages, tu nous as dit, un peu partout en France. Qu'est-ce que tu fais dans ces stages et qui peut venir dans ces stages ? Alors, je propose plein de types de stages. On va dire, j'ai les stages sportifs d'un côté, principalement hooper et frisbee, parce qu'en agility, il y a des gens bien meilleurs que moi qui peuvent le faire, en dog dancing aussi. Donc, autant laisser aux gens dont c'est la spécialité, leur spécialité. Donc, moi, je fais plus hooper et frisbee. Donc là, tout le monde peut venir. En général, c'est souvent des stages découvertes, mais on peut aller jusqu'à un niveau de compétition. Mm-hmm. Et autrement, je fais des stages qui sont souvent liés à la préparation mentale du chien de sport. On va dire, même si c'est pour du chien de compagnie, je fais par exemple la gestion de chiens excités. Voilà, parce que c'est un peu mon quotidien de voir des border collies à moitié toqués de la balle, des bergers australiens qui sautent sur leur maître en courant. Donc, je fais un stage qui s'appelle Focus Engagement, donc où on va apprendre au chien à se concentrer, à se canaliser, à canaliser son impulsion. Donc, des trucs spéciaux pour les chiens un peu impulsifs, quoi. Mm. Voilà, je fais des stages de ce qu'on appelle proprioception. C'est donc apprendre à connaître son corps. Pareil, adressé plutôt aux chiens de compagnie qu'aux chiens de sport, parce qu'il y a des spécialistes du chien de sport qui sont meilleurs que moi. Donc moi, je vais plus faire du côté rééducation. Donc apprendre, pareil, à se canaliser, à bien viser avec ses pattes, à connaître son corps, à prendre confiance en soi, à prendre confiance en son maître, etc. Donc c'est plus des stages que je vais appeler de relations. Ah, c'est hyper intéressant, c'est hyper varié et en même temps, tout me fait envie, là. C'est génial. Je vais changer un peu de sujet. Je voulais revenir sur ta collaboration avec la métropole de Lyon, là en l'occurrence, avec qui tu travailles, et notamment avec les villes, qui visent un peu à intégrer le chien dans sa ville. Comment tu as commencé cette collaboration ? Donc, tu nous as dit que c'était un peu expérimental quand tu es arrivé à Lyon. Ils sont un peu venus te chercher de Paris. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le début de cette collaboration ? Depuis combien de temps tu collabores avec eux ? Et comment ça a évolué au fil du temps ? Alors, avec le Grand Lyon, la métropole, parce qu'ils ont changé de nom entre-temps, oui. Je collabore depuis 2006. Donc, à l'époque, c'était une dame qui s'appelle Geneviève Bernardin, qui est une grande passionnée de chiens, qui était à la tête de la mission Animalité Urbaine, et qui avait pour ambition de mieux intégrer le chien en ville, sachant qu'on ne va pas se mentir, l'objectif de la ville, c'est qu'il y ait moins de caca. Mais elle avait compris, et depuis, tout le monde a pris sa suite, que le caca du chien, ça passait par le maître, en fait. Voilà. Et que peut-être que si un maître était plus responsable, lui-même mieux éduqué, que lui-même connaissait mieux son chien, etc., et que si on acceptait mieux le chien dans la ville, le maître se sentirait plus responsabilisé et plus obligé de ramasser les crottes. Donc, en gros, c'est ce cheminement-là qui a été fait. Ouais. Donc, c'est moins poétique que les sports canins. Mmh. Mais c'était super chouette et c'est encore super chouette parce que Angélique Berthet, qui a pris la suite de Geneviève, est aussi dans cette optique-là on a compris qu'un chien est un être vivant, doué d'émotions et de sentiments. Il faut prendre soin de lui. Pour prendre soin de lui, il faut prendre soin du maître. Évidemment, la métropole fait ce qu'elle peut. Il y a 170 000 chiens dans la métropole. Donc, on est encore, malheureusement, en balbutiement parce que le temps de faire changer la mentalité aux gens, ça prend un temps de fou. Ouais. Mais au lieu de se focaliser sur les crottes de chiens, les amendes, éventuellement distribuer des sacs, là, on est déjà un peu plus dans le positif. Ils se sont focalisés sur proposer aux gens des balades canines gratuites, proposer aux gens des ateliers d'éducation canine. Tout ça revalorise l'image du chien et responsabilise le maître plutôt que de le sanctionner, où on obtenait uniquement des maîtres qui, quand le chien fait sa crotte, regarde autour, puis s'il n'y a personne, on ne ramasse pas. Alors qu'avec une responsabilisation, on se sent intégré, et donc on a plus envie de ramasser, quoi. On est concerné et donc on le fait plus. Exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples d'actions dont tu as participé à la mise en place ? Eh ben là, celle qui est actuellement en cours, c'est une action qui s'appelle « Lui et moi, c'est pour la ville ». Donc déjà, rien que le titre est assez positif et assez sympa, lui étant le chien, bien sûr. Et qui propose, du coup, à tout primo-possesseur, donc c'est-à-dire toute personne qui a son premier chien, via le vétérinaire, elle se va offrir 3 bons. Un bon pour un cours d'éducation canine gratuite, un bon pour une balade canine gratuite et un bon pour une conférence sur les besoins primaires du chien.
et comment gérer son chien en ville. Donc ça, par exemple, on est avec une dizaine d'éducateurs bénévoles qui acceptent bénévolement sur leur temps de dispenser ces cours aux gens, etc. Évidemment, avec le Covid, on avait bien démarré, et puis là, les rassemblements de personnes dans la rue, ça a pris un peu plus compliqué, mais ça devrait repartir normalement. Donc ça, c'est une des aventures qui sont assez chouettes. Moi, j'ai adoré les balades canines que j'ai fait pendant des années, où il y en avait jusqu'à 3 par semaine, et on avait, je gérais entre 15 et le maximum, c'était 52 chiens. Wow. Avec leur maître quand même, mais en liberté dans des parcs publics, et apprendre aux gens à gérer leurs chiens. Donc c'était une belle aventure aussi, et j'aimais bien cette formule parce que c'était sur le suivi. Donc c'est pareil, il y a des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de prendre des cours et qui, via les balades d'éducation canine, sont venus pendant des années et ont réussi à comprendre leur chien, éduquer leur chien par ce biais-là. Donc j'aimais bien cette formule aussi. Complètement. Et donc du coup, là, ça fait 15 ans que tu travailles avec la métropole. Est-ce que tu as vu des changements majeurs dans les façons de faire des gens, dans les façons de penser des gens ? Alors, ça se voit pas trop, mais au niveau de ramassage des crottes, il y a 15 ans, quand on ramassait, on avait honte. On regardait autour pour voir si personne nous regardait ramasser parce qu'on avait honte. Et maintenant, c'est le contraire. Quand on ramasse pas, on a honte. On regarde si personne ne voit pas qu'on ramasse pas. Donc, ça veut quand même dire que même si on râle encore parce qu'il y a des crottes de chiens, etc., et c'est vrai qu'il y en a, ça veut quand même dire que les mentalités ont changé. Parce que pour de vrai, il y a 15 ans, on avait honte de ramasser la crotte de son chien. Donc, niveau propreté, ça avance un petit peu. Niveau mentalité, ça avance plus lentement quand même. Niveau mentalité vis-à-vis de son chien, je veux dire, les propriétaires de chiens, là, la différence avec les propriétaires de chiens qu'on voit en tant qu'éducateurs canins, c'est qu'ils nous ont pas appelés, ils vont pas payer pour éduquer leur chien. Donc on a plus affaire aux vrais gens, aux gens qui ont un chien et qui ne pensent pas à l'éduquer sauf s'il a un gros problème. Et là, on voit que y a quand même des progrès à faire dans la vision qu'ont les gens de leurs chiens, des chiens en général. C'est encore... mais on avance. Ok, écoute, c'est génial. Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur ce côté pluridisciplinarité que tu as, où tu un peu touches à tout, tu es dans plein de mondes différents autour du chien. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de rester autant multitâche sur le long terme ? Est-ce que ça a été d'entrée de jeu ton leitmotiv, ou est-ce que ça l'est devenu par la force des choses ? Non, je pense que c'est d'entrée de jeu. Déjà, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire toujours la même chose. Aller tous les jours à la même heure au même bureau, je crois que ça serait le calvaire, pas possible pour moi. Et même aller tous les jours travailler dans les espaces verts, tant qu'on est tous les jours au même endroit, moi ça me va pas. Donc du coup, je pense que c'est un peu ma nature. Après, il y a aussi eu la force des choses parce que se diversifier, ça permet de mieux vivre quand on débute, de voir ce qui marche le mieux, de voir ce qui nous plaît le mieux, de gagner un peu d'argent parce que c'est quand même pas un métier où on est hyper riche. Donc voilà, et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé cette diversification-là et je ne pourrais pas faire que des sports, par exemple. Même si je fais, on va dire, 10 stages de hooper dans l'année, le 10e, je m'auto-soule. Quand je parle, je m'entends, je m'auto-soule. Et je dis, là, quand tu commences à t'auto-ennuyer, peut-être qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Tu laisses ça pendant 1 ou 2 ans ou pendant 2 mois, tu fais d'autres trucs et après tu y reviens. Voilà, je suis un peu comme les chiens qui veulent plus leur jouet parce que c'est toujours le même. Ils veulent plus leur vieillot, c'est dès qu'on change, ils sont au taquet. Voilà. Ok. Et du coup, comment tes chiens se sont adaptés à toutes ces activités ? Donc, tu nous as dit tout à l'heure que ton objectif, c'était qu'ils soient tout le temps avec toi partout. Comment ils s'adaptent à tout ça ? Est-ce qu'ils le vivent bien ? Est-ce que des fois, c'est plus compliqué ? Alors, je vais parler en leur nom, donc je ne sais pas vraiment. On pourra leur demander tout à l'heure. On pourra leur demander, mais je ne suis pas sûre que le message passe bien. Ils me semblent bien gérés. En tout cas, je les éduque de manière à ce qu'ils soient ce que j'appelle pas de partout. Donc, déjà, je les choisis en fonction de ça. C'est-à-dire que je choisis un chien qui a quand même un caractère pas affirmé, mais qui est pas liquéfié dès qu'il y a un bruit. Même Yop que j'ai eu petit, ça faisait partie de mon cahier des charges. J'ai dit je veux le chiot qui a le plus de caractère parce que je sais que c'est un croisé lévrier, je sais que c'est des chiens qui peuvent être un peu chochottes, on va dire. Et moi j'ai besoin d'un chien qui puisse supporter
le changement, etc. Donc déjà, je les choisis comme ça. Et après, je les éduque comme ça. C'est-à-dire que d'emblée, sans non plus les plonger dans des trucs qui font peur, hein, progressivement évidemment, mais je vais pas les mettre sous cloche, quoi. Je vais me débrouiller pour qu'ils voient la vraie vie. Moi, mon leitmotiv, c'est la vraie vie. À chaque fois quand je vais dans des endroits où les chiens doivent être séparés par 82 mètres, au cas où ils soient frustrés de se voir. Ok, vous savez quoi, la vraie vie, c'est de pas croiser un chien 82 mètres. Donc on y va, et puis on passe son chemin, on y va tranquille, on récompense le chien, et voilà. Et sans non plus mettre le chien volontairement dans le caca, hein, on est d'accord. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien. Ils vont dans toutes les chambres d'hôtel sans problème. Ils dorment dans le camion, ils sont bien. Yop, tant qu'il est avec moi, il est content. Et Yeti, tant qu'il y a un coucouche quelque part, elle est contente. Donc, j'ai l'impression qu'ils le vivent bien. C'est peut-être un chouille plus dur pour Yop, qui est quand même plus sensible. Mais, allez, c'est bon, c'est la vie. Et est-ce que des fois, ça arrive qu'ils aient pas envie ? Si oui, comment tu gères ? Alors, ça va dépendre des contextes. Régulièrement, par exemple, Yeti n'a pas envie d'aller se promener. Parce qu'elle vieillit, voilà, elle a 13 ans. Bon, à ce moment-là, elle y va pas. Voilà. Qu'ils aient pas envie de se faire du sport. Je pense que je suis tellement à leur écoute que ça n'arrive pas. Parce que je pense que je les ai jamais forcés. C'est-à-dire que pour de vrai, si elle n'a pas envie, on n'y va pas. Même si c'est une compétition, j'en ai rien à taper, on n'y va pas. Et du coup, comme ils se sentent pas obligés, du coup, ils ont un peu toujours envie. Et puis, c'est pareil, je choisis des chiens qui ont envie, à la base. Je choisis des chiens qui ont un caractère à avoir envie, quoi. C'est des terriers, voilà. Mais, alors, pas envie de venir avec moi en voyage, vu qu'ils savent pas qu'on parte en voyage, ça n'arriverait pas. Ils ont toujours, quand ils voient les bagages, ils ont toujours envie de venir. Ah, si par contre, j'anticipe que ça sera quelque chose de pas forcément agréable pour eux, par exemple, quand Pampa était vieillissante et que je partais avec Yeti faire un stage où je sais que j'aurais pas trop le temps de m'occuper de Pampa et qu'elle allait juste traîner là à rien faire et que j'allais pas être avec elle, pour le coup, je l'emmenais pas. Parce que faut que ce soit bien pour eux. Ou si je vais à un endroit où il y a un des deux chiens qui fait rien et les conditions climatiques, par exemple, il va faire froid ou il va faire très chaud, j'ai pas besoin de lui imposer ça, du coup, je l'emmène pas. Mais ça fait aussi partie d'un chien passe-partout, un chien qu'on peut aussi ne pas emmener et qui survit. Voilà. Je pense qu'il faut avant tout être à leur écoute quand même. Mais c'est très rare qu'ils soient pas partants pour faire un truc. Mais il m'est arrivé d'arrêter. Il m'est arrivé d'arrêter au milieu d'une compétition parce que je vois le chien qui est... Yeti, j'ai déjà arrêté au milieu d'un qualificatif au championnat d'Europe. Elle sautait pas très bien. Elle est... Voilà, elle y va, elle a l'air contente, mais je la sens pas. Pouf, j'ai arrêté au milieu du truc. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je suis allée faire un scanner. C'est là qu'elle avait un problème de rein. On a dû l'opérer en urgence et lui enlever. Mais comme c'est un chien qui montre pas tellement, si on n'avait pas été en compétition, que ça n'avait pas été fatigant et que j'avais pas vu un petit peu une baisse de régime, dans la vie de tous les jours, je le voyais pas du tout, en fait. Oui, donc en fait aussi, le fait d'être tout le temps avec eux, de travailler aussi avec eux, entre guillemets, enfin en tout cas de faire de la compétition, de faire des sports, etc., ça t'aide aussi à avoir un œil très, très pointu sur leur état et sur comment ils vont et sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ouais, d'ailleurs, ma veto se moque souvent de moi parce que Yop, de temps en temps, micro-boîte. C'est-à-dire que de temps en temps, il saute un petit pas sur une marche précise et tout. Je fais, là, c'est pas possible, il y a un problème. Et elle me fait, non, mais personne ne verrait le truc, donc c'est bon, t'es pas obligé. Et moi, je l'ai quand même mis au repos 6 mois, au cas où. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décelé son hypothyroïdie parce que il était bizarre, c'était pas, il était un peu plus réactif, un peu plus excité. Et puis bon, il me disait mais c'est le confinement, c'est parce qu'il voit personne. Et j'ai dit quand même c'est bizarre, c'est pas Yop. Mais du coup ma veto pour me faire plaisir a fait des analyses et on a vu qu'il était hypothyroïdien. Mais de l'extérieur ça se voyait pas tellement en fait. Donc effectivement le fait de vivre vraiment H24 et un peu travailler, même si pour eux c'est pas du travail, mais quand même faire une activité plus poussée avec eux, ça me permet, ça développe un sens de l'observation autre aussi, je pense. Quel conseil tu pourrais donner à des gens, à des auditeurs qui voudraient découvrir, tester ou même commencer des sports canins ? Avant tout, un conseil de base, c'est que
on fait pas un sport pour construire une relation. Il faut d'abord avoir une relation pour faire un sport. Oui, on fait pas un sport pour défouler son chien. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent oui, je voudrais faire de l'agility parce que il a besoin de courir. Bah, s'il a besoin de courir, tu l'emmènes courir en fait. Et parce que l'agility, c'est 30 secondes de trucs sur des obstacles, ça va pas le défouler. Donc s'il a besoin d'être défoulé, on fait autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi je voudrais faire de l'agility parce que comme ça il m'écoutera mieux. Non, il faut déjà qu'il écoute bien pour faire de l'agility en fait. Donc moi je dis toujours avant de faire un sport, on fait pas un sport pour que le chien devienne notre meilleur copain. Le chien est notre meilleur copain et du coup on a envie de faire un sport avec. Donc la première chose c'est éduquer, donner des bonnes bases. Sinon ça va faire quoi ? Le chien en vrai, pour lui il connaît pas les règles du sport. Hein. Donc il va juste partir dans tous les sens, il va pas attendre quand on veut, il va sauter un obstacle et partir tout droit, sauter sur le chien d'en face. Personne va s'amuser en fait. Le chien va pas s'amuser parce que le maître va râler, le maître va pas s'amuser parce que le chien va faire n'importe quoi. Donc le premier conseil c'est 1, éduquez votre chien, 2, devenez son meilleur pote, et 3, faites un truc avec. Et est-ce que ces conseils-là sont aussi valables pour le canicross, par exemple ? Parce qu'on voit beaucoup de gens aller courir avec leur chien. Toi, c'est pas forcément ta spécialité ? Non. Ou est-ce que t'en fais ou est-ce que ça t'intéresse pas ? J'ai fait une compétition avec Yeti. On est arrivé avant-dernière et je l'ai portée. Mais je voulais découvrir. Mais elle déteste. Et avec Yop, c'est moi qui déteste courir, donc on fait un peu de vélo, mais voilà. D'accord. Okay. Je connais le canicross. Mon salarié à l'époque faisait beaucoup de canicross, donc je connais bien, mais je pratique pas. Et est-ce que tu donnerais ces mêmes conseils-là finalement pour débuter le canicross ? Pour le canicross, moins. Ouais. 1, le chien est attaché. il faut quand même une certaine relation au chien parce que il faut quand même que le chien écoute quand on lui demande de freiner. De tourner. Voilà, il faut pas qu'il s'arrête d'un seul coup sur une odeur pendant qu'on est en train de courir, etc. Coucou Charlie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il faut quand même un minimum de relation, mais sans doute moins qu'un sport où il va y avoir d'autres chiens autour en liberté et que lui-même sera en liberté. Et pour le coup, le canicross, je trouve, fait partie des sports qui peuvent aider à développer un lien parce que c'est relativement facile d'accès et qu'une fois qu'on court, le chien est entre guillemets il va se caler parce que il est entraîné par le mouvement et trouve ça plutôt sympa. Donc t'as raison, le canicross, ça serait un des sports qu'on peut faire justement pour amorcer. Peut-être un autre sport. Une activité, pas une petite, parce qu'il y a des gens qui ont un sacré niveau, mais en tant que loisir, ça amorce déjà quelque chose avec le chien. Ouais. Ok. Évidemment, il faut avoir un chien pour tous les sports en bonne santé physique et si possible mentale, et mince. Et beaucoup de chiens sont obèses. Et beaucoup de vétérinaires se basent sur le chien de compagnie, donc ils disent il est très bien, il est un peu potelé, c'est bien, hein. Sauf que quand on fait un sport à impact comme de l'agility ou même le canicross, nous si on est en surpoids et qu'on court sur du béton, on se bousille les genoux en fait. Ouais. Et le chien c'est pareil. Ouais. Donc pour faire du sport, il faut entretenir son chien, il faut qu'il soit mince. Ok. Qu'il soit musclé, des vrais athlètes. Ouais, alors sans en faire forcément un vrai athlète, au moins un individu physiquement apte à faire du sport. Je pense peut-être que parmi ce que tu as dit sur ta collaboration avec la métropole des Lions, peut-être qu'il y a des gens qui auraient des idées de choses à mettre en place dans leur ville. Je sais aussi qu'il y a plein de villes qui sont très sensibles à ça pour avoir travaillé là-dedans, en dehors des grosses métropoles, parce que c'est pas le cas de tout le monde d'habiter dans une grosse métropole. Quel conseil tu pourrais donner pour aider ces auditeurs à soumettre peut-être des idées ou à être peut-être moteur dans un projet qui peut être porté par leur ville ? Alors je pense que déjà, il faut vous faire connaître parce qu'il y a beaucoup de villes qui seraient partantes mais ne sont pas au courant que des choses comme ça peuvent exister et que finalement, si on se fait connaître, qu'on soit professionnel ou bénévole, si on se fait connaître, voilà. Et puis, renseignez-vous sur ce qui se fait. Ce qui plaît souvent aux villes et qui est vraiment utile pour tout le monde, c'est les petits ateliers d'éducation canine qu'on va faire dans un parc, sur la place du village, etc., qui permettent de passer des messages. Encore faut-il être capable de gérer un atelier d'éducation canine. Ça s'adresse plus aux professionnels. Voilà, rien que de vous faire connaître, dire qu'il y a des villes qui font des choses et faire passer le message que un chien éduqué, un chien bien dans sa tête est forcément moins vecteur de nuisance qu'un chien pas éduqué, ça peut faire tilt et après la collaboration peut se faire relativement facilement selon les élus. Ok, trop cool.
Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et de faire autant de sport avec eux, à ce niveau-là aussi? Toi, personnellement, qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Ça a changé ma vie, en fait. Je suis passée de burelière à quelqu'un qui est toujours dehors. Voilà, donc ça a changé complètement ma vie. Ça m'a épanouie. Je dis toujours que j'étais grise ou verte quand j'habitais à Paris. Voilà, je prenais pas la lumière du jour et j'étais pas le vrai moi, parce que le vrai moi, c'est quelqu'un qui court dehors, en fait. La compétition, ça change ma relation avec les chiens. Ça apporte du sel dans ma vie parce que je suis contente de partir en Italie. Là, dans 15 jours, je pars en Suisse. Voilà, donc c'est chouette. Ça change pas ma vie. Si je faisais pas de compétition, ça changerait. Les titres ne changent absolument rien pour le coup. Et voilà, si je faisais pas de compétition, je trouverais un autre truc fun à faire avec mes chiens et mes copains. Donc c'est plus les chiens qui ont changé ma vie que les compétitions. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Alors, le dernier bouquin que je suis en train de lire, j'ai pas encore fini, mais que j'ai lu aux 3 quarts, c'est un bouquin sur l'anxiété de séparation. Plus en fait sur le stress du chien qui est tout seul, parce que l'anxiété de séparation, c'est une maladie en soi, et qui est fait par une Américaine, qui est hyper intéressant parce qu'on sort complètement de ce qu'on connaît maintenant, nous, en France, occuper votre chien en lui donnant des kongs, des machins, avec les problématiques qu'on a tous vues. Oui, mais mon chien, il veut pas manger le kong quand je lui laisse. Ah, mais maintenant, quand je sors le kong, il a peur parce que je vais partir. Ah bah oui. Donc voilà, ce bouquin-là, ça s'appelle Separation Anxiety in Dogs. Donc Separation Anxiety in Dogs. Et l'auteur, c'est Malena DeMartini Price. Donc c'est un livre qui est en anglais. Mais pour tous ceux qui font... Moi, je fais plus de comportement à domicile, mais ça m'intéresse quand même. Et pour tous ceux qui font encore du comportement à domicile, c'est une vision qui est pas forcément toujours applicable en France, mais qui est très intéressante. Donc voilà, je conseille ça en bouquin. Et en live, allez voir sur la Karen Pryor Academy. C'est pareil, c'est en anglais. Il y a Ken Ramirez qui a fait toute une série de lives qui sont intéressants si on parle anglais sans sous-titres. Voilà. Ok, trop cool. Écoute, je mettrai tout ça en barre d'infos pour les auditeurs que ça intéresse. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre toutes tes aventures avec tes chiens? Là où je suis la plus active, parce que je suis une vieille, c'est sur Facebook. Yannick Toulon, Canissimo. J'ai un petit compte Instagram, Canissimo Sport Canin, et mon site internet pour voir les stages à venir, etc., qui est canissimo.fr. Ok, trop cool. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi. C'était hyper intéressant. Et ouais, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Yannick et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @canissimo.sportcanin au pluriel et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!